Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, il est 8h32. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et c'est Éric Laurent, référent Renaissance pour les Côtes-d'Armor, qui est notre invité politique ce matin. Dans la matinale, il est venu depuis Lannion pour être en direct avec nous. Je le remercie, bonjour. Eh bien bonjour à tous les auditeurs aussi. Et puis tous mes meilleurs vœux, puisque c'est l'époque de se souhaiter le meilleur que l'on puisse avoir en ce début d'année 2023. Merci beaucoup. Et puis bien tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Éric Laurent, 62% des Français sont contre la réforme des retraites, selon un sondage IFOP qui date de ce dimanche 15 janvier. Comment convaincre ces Français que la réforme est nécessaire ? Alors cette réforme, elle a été portée et annoncée au moment de la campagne présidentielle par le candidat Emmanuel Macron, qui a justifié, posé le sujet. Il est nécessaire de réformer notre système de retraite, un système qui repose sur la solidarité, un système qui est aussi le fondement de notre modèle social et ce qui prouve l'attachement de nos concitoyens à ce système de retraite. Et ce système de retraite, il repose sur la contribution des actifs qui permet de générer les pensions pour les inactifs, pour les retraités. C'est un système juste que nous voulons conserver, mais qui est en difficulté structurelle, financière. On sort de l'année 2022 où il y avait un léger excédent sur les retraites. À partir de 2023, notre système est déficitaire. Donc le président de la République, enfin le candidat Emmanuel Macron, au moment de la campagne électorale, avait posé sur la table les trois solutions pour permettre la pérennité, les trois hypothèses, pour permettre la pérennité de notre système de retraite. Première hypothèse, c'est d'augmenter les cotisations. Dans une époque où le pouvoir d'achat, c'est quelque chose de compliqué, augmenter les cotisations des salariés, c'est pas la bonne solution. Augmenter les cotisations aussi des employeurs en même temps, ça n'est pas la bonne solution, alors que nous avons une économie qui est largement repartie depuis la crise Covid. On a créé plus d'1 million d'emplois ces 2 dernières années, et que notre économie n'a pas besoin d'être freinée, bien au contraire. La deuxième hypothèse, c'est de réduire les pensions des retraités. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle le candidat Emmanuel Macron et le président qui défend cette retraite, portée par Elisabeth Borne, la première ministre, se refusent aussi, là, en termes de pouvoir d'achat, à baisser les pensions. Donc la troisième hypothèse, c'est de demander à nos concitoyens de travailler un peu plus pour que notre régime de solidarité puisse continuer à fonctionner et que les pensions puissent être versées aux retraités dans des conditions qui conservent leur pouvoir d'achat. Alors, cette réforme, en tout cas, ce projet de réforme arrive à un moment un peu compliqué. On a une tension sociale, on a une tension économique. Est-ce que c'était le bon moment, finalement ? Alors, souvenons-nous qu'en 2019, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, nous avions un projet de réforme des retraites qui était encore plus large, puisqu'il était un projet qui reposait tout le système de retraite, qui le remettait complètement à plat et qui, les propos de l'époque, c'était 1 euro cotisé, c'est 1 euro servi. C'est une forme de retraite à points. La retraite à points. Et c'était la retraite à points pour tout le monde, y compris pour les régimes spéciaux, dont on parlera peut-être dans quelques minutes. On va en dire un mot. Ce projet a été arrêté. Il était porté en 2019. Il a été arrêté quasiment pour cause de Covid. Enfin, les premiers débats avaient eu lieu et il a été arrêté pour cause de Covid. Notre responsabilité face à un déficit croissant du régime de retraite, je peux d'ailleurs donner quelques chiffres. Si on ne fait rien d'ici 2027, c'est plus de 12 milliards d'euros de déficit. En 2030, c'est 13 milliards et demi. Et en 2035, c'est 21 milliards. Alors si on pousse le curseur un petit peu plus loin, dans les 10 années entre 2023 et 2033, on aura plus de 150 milliards de déficit et on peut poursuivre comme ça. Alors quelle est notre responsabilité ? Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que l'on rééquilibre ces comptes, qu'on rééquilibre cette équation financière,
Mais au-delà de ça, c'est pas là notre seule responsabilité. On a un modèle social, on veut à l'occasion de cette réforme des retraites qu'il y ait des progrès vis-à-vis des personnes qui sont servies par les pensions. On pourra parler tout à l'heure des petites retraites, l'engagement... voilà, ces petites retraites qui inquiètent finalement les Français. L'engagement du président, l'engagement d'Elisabeth Borne et du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui porte ce sujet, et je tiens à dire qu'il le porte avec force et engagement, c'est de dire pas de retraite inférieure à 85% du SMIC pour une durée de cotisation tenue, quoi. Voilà, donc notre responsabilité, c'est de faire cette réforme. C'est pas de la faire contre les Français, bien sûr, c'est de la faire avec eux, c'est d'expliquer pourquoi nous devons la faire et de faire en sorte que d'ici la fin de la séquence au Parlement, on puisse adopter par un projet de loi qui sera certainement dans un projet de loi supplémentaire de la sécurité sociale, adopter cette réforme de retraite qui sera mise en œuvre au 1er septembre 2023. C'est notre responsabilité, c'est une responsabilité d'État. C'est une responsabilité d'État. On peut imaginer un 49.3 pour faire passer cette réforme ou ça risque d'être mal perçu? Il n'y a pas d'intention particulière de 49.3 qui a été utilisée pour le projet de loi de finances. On l'a un peu reproché à Elisabeth Borne en disant qu'elle dégainait beaucoup, hein, ça a été le terme employé. Je pense si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on a eu un Premier ministre qui s'appelait Michel Rocard, qui s'en est servi un certain nombre de fois. Ça fait partie de la Constitution. Quand il y a un blocage, on utilise des outils que la Constitution permet de faire passer, notamment, puisque nous n'avons pas une majorité absolue, mais une majorité relative, qu'il y a des discussions au Parlement entre la plupart des groupes politiques. Je dis la plupart, on évite certaines discussions, mais on peut trouver parfois des consensus. On a d'ailleurs le projet de loi sur l'accélération du développement du renouvelable qui a été voté, donc il y a bien un consensus qui a été trouvé. Maintenant, il y a des sujets peut-être qui font plus consensus que d'autres aussi. Mais je crois que sur la réforme des retraites, on a des oppositions. J'aime pas tellement le nom d'opposition, mais bon, c'est comme ça, parce que ça caractérise et ça dit on s'oppose à tout. Là, en l'occurrence, le mot est juste. On prend la France insoumise et ses partenaires, que sont Europe Écologie, Les Verts et le Parti Socialiste, dans la NUPES. Écoutez, c'est le camp du refus, c'est le camp du blocage. Et là, la France insoumise, elle a été très claire dès le début. On ne veut pas d'évolution d'âge pour l'âge de départ à la retraite. Et eux, la France insoumise, elle n'a de cesse que de faire ce que Jean-Luc Mélenchon prêche depuis des années, c'est conflictualiser en permanence. Très difficile de travailler dans ces conditions-là. Vous avez à côté de ça leur partenaire, il s'appelle Europe Écologie Les Verts, avec leur nouvelle... alors je ne sais pas si c'est pas première secrétaire, mais leur nouvelle responsable Marine Tondelier, elle a dit on va faire de l'Assemblée nationale une ZAD. Bon, c'est intéressant, c'est quand même le lieu démocratique, de l'expression démocratique. Elle veut faire de l'Assemblée nationale une ZAD, mais je trouve qu'elle est même peut-être un petit peu tardive sur le sujet, parce que depuis quelques mois, il y a un certain nombre de députés de son camp, de la France insoumise, qui ont plutôt fait de l'Assemblée nationale un cirque plutôt qu'une ZAD, mais bon, c'était peut-être des travaux préparatoires. Non, soyons sérieux. En face de ça, il y a un autre camp qui est le camp du mensonge, le Rassemblement national, qui dit on remettra la retraite à 60 ans, on ne veut pas d'évolution, là, c'est la retraite à 60 ans pour tout le monde. Soyons un peu sérieux, et là, regardons aussi les chiffres, parce qu'ils sont là. Il n'y a pas que les chiffres qui comptent, mais regardons les chiffres. La retraite à 60 ans, aujourd'hui, c'est 85 milliards d'euros. Donc ça n'est pas une solution. La solution, c'est plus de justice, de l'équilibre financier et du progrès social. Et c'est tout ça que nous devons expliquer à nos concitoyens dans les semaines qui démarrent maintenant, avec la présentation du projet de loi en Conseil des ministres le 23 janvier, puis l'examen du texte, entre février et mars à l'Assemblée nationale. Voilà. Avec une forte opposition, on a vu des syndicats qui ont décidé de s'unir. Ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas vu les syndicats, j'allais dire toutes sensibilités confondues, faire bloc en fait contre ce projet. Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter? Il y a cette grande manifestation au niveau national jeudi. Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter?
Vous dire qu'on ne regarde pas les choses avec attention serait mentir. Et puis moi, j'ai pas une boule de cristal. Je ne sais pas ce qui va se passer jeudi, combien il y aura de personnes dans la rue. Mais en tout cas, c'est une expression naturelle. Vous citiez la convergence des organisations syndicales. Il faut savoir que depuis des mois, sur lequel la Première ministre et le ministre du Travail et du Plein Emploi portent et instruisent ce dossier de réforme, le préparent, toutes les organisations syndicales ont été reçues, toutes les organisations syndicales et patronales. Chacun a pu s'exprimer, il y a eu des débats, il y a eu des convergences et il y a aussi des divergences. On retrouve un peu la photographie un peu ancienne du MEDEF qui est d'accord et des syndicats qui ne sont pas d'accord. Oui, encore que le MEDEF n'est pas forcément d'accord sur tout, donc je vais un peu m'élever. La CPME, qui est les petites et moyennes entreprises, a apporté, a poussé ses pions, a poussé des avancées. Il y a des choses qui sont très solides dans ce projet de loi et qui vont véritablement pour un projet avec plus de justice. Tous les partis politiques ont été reçus. Maintenant, les organisations syndicales, ensemble, ont décidé d'appeler au refus. On aurait pu penser que la CFDT, pour ne pas citer son nom, dans une position plus modérée, ne se soit pas forcément associée. Bon, la CFDT a fait son choix. Ça a été un peu surprenant, d'ailleurs. On imaginait un dialogue entre le gouvernement et la CFDT. Il y a eu ce dialogue. Il y a ce dialogue, et le dialogue n'est pas rompu. Aujourd'hui, je fais confiance on peut faire confiance à Olivier Dussopt et à la Première ministre pour entretenir le dialogue, bien sûr, avec les organisations syndicales. Il y a un blocage de la CFDT sur l'âge de 64 ans de départ en retraite. Par contre, elle a contribué, la CFDT, à faire avancer un certain nombre de points sur la pénibilité, qui est un sujet auquel elle est particulièrement attachée, mais aussi sur les carrières longues. Voilà, on peut parler en termes de justice. Pour revenir sur les 3 points essentiels de cette réforme, le premier point, c'est travailler un peu plus longtemps pour que l'on puisse garantir le versement des pensions et qu'il n'y ait pas d'appauvrissement du niveau de vie des personnes qui partiront en retraite. Et ça, progressivement, c'est passé d'un âge de départ de 62 à 64 ans, et en même temps une accélération de la loi Touraine de 2014, qui faisait converger à terme vers 43 annuités, 43 années de cotisation pour percevoir une réforme à taux plein. Ce qui ne bouge pas, c'est l'âge de 67 ans, l'annulation de la décote. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a commencé à travailler tardivement, de toute façon, s'il arrête à 64 ou s'il poursuit encore, à 67 ans, de toute façon, il n'y aura plus de décote. Et c'est déjà quelque chose, c'est l'âge de l'annulation de la décote aujourd'hui. Donc c'est un projet qui est pour l'équilibre financier et qui nous permettra, à l'horizon de 2030, de retrouver l'équilibre financier de notre régime de retraite. Il y a des inquiétudes, alors on va les balayer. Alors les régimes particuliers, les fameux régimes spéciaux qui vont un peu se diluer, disparaître, donc forcément ça inquiète. Et en un deuxième temps, et deuxième volet de la question, c'est comment faire en sorte que les gens qui ont des petites retraites puissent vivre, et ceux aussi qui ont des carrières complètement hachées, pour pas dire parfois qui n'auront pas de retraite. Est-ce qu'on peut imaginer demain un fonds de solidarité, une aide, quelque chose de la sorte ? Alors, sur les petites retraites, l'engagement du président de la République, c'était pas de retraite pour une carrière complète à moins de 85% du SMIC. Et ça, c'est inscrit dans la loi. Restait à préciser si c'était à partir de maintenant ou si ça permettait de rattraper des situations qui sont compliquées. Aujourd'hui, le minimum de retraite, c'est à peu près 1110 €, c'est une centaine d'euros d'écart. Il y aura un effet sur les retraités actuels qui bénéficient d'une petite retraite, et notamment des mesures qui ont été faites pour les carrières hachées, de manière à permettre, par des trimestres supplémentaires, je vais prendre l'exemple des femmes au foyer qui ont arrêté de travailler pour élever les enfants. C'est un exemple. Il y a une dissymétrie entre la retraite des hommes et la retraite des femmes. Le mouvement peut-être s'inversera dans les décennies futures parce qu'on rééquilibre l'attitude homme-femme à la maison. On vit plus pareil. On vit plus pareil. Il y a des hommes qui prennent des congés parentaux, il y en a de plus en plus et c'est bien. Mais c'était les femmes qui prenaient le congé parental et bien souvent sans solde. Il y aura des trimestres de bonification liés à cet arrêt volontaire de travail, mais aussi pour les aidants familiaux.
qui n'est pas forcément rémunéré et qui sont restés chez eux pour aider qui un conjoint, qui un enfant en difficulté, qui un parent en difficulté. Eh bien, dans le projet de loi, ces situations sont prises en compte. La pension minimale, je l'ai dit, elle est prise en compte et elle devrait permettre à des personnes qui auront, eux, cotisé une trentaine d'années de bénéficier de cette pension minimale. C'est quand même quelque chose d'essentiel. Et puis, il y a un point majeur sur l'aspect progrès social, solidarité, c'est le travail des seniors. On connaît tous. On en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Et on connaît tous, dans nos familles, dans nos amis, des proches qui, au-delà de 57, 58 ans, perdent leur travail ou le quittent et se trouvent sans emploi. Et globalement, le taux de chômage des seniors est inférieur au taux de chômage de la population globale, mais il est plus difficile pour un senior de retrouver de l'emploi. On est un peu dans une forme de jeunisme aujourd'hui dans l'emploi. Oui. Finalement, c'est bien, ça fait rentrer les jeunes aussi sur le marché du travail. Oui, mais alors qu'on est dans une situation où on est au plein emploi et avec la difficulté de recruter, on va laisser partir des seniors qui ont du savoir-faire, qui ont des compétences, qui ne les ont pas forcément transmises, et on les laisse partir d'une certaine manière pour embaucher des jeunes qui n'ont pas ces compétences et sur lesquels il va être difficile peut-être de les former, de les rendre rapidement opérationnels. C'est peut-être l'idée de la transmission, justement, aujourd'hui. On a un peu oublié cette notion de transmission. Voilà, et donc la volonté, c'est d'abord de créer un index dans les entreprises de plus de 300 salariés pour mesurer le taux de départ des seniors avant l'âge. Et donc ça, c'est quelque chose, il y aura un index, ça va faire partie des discussions sur comment on le met en œuvre, Et puis, derrière, un index, c'est bien mesuré, mais il faudra aussi agir. Et si les entreprises ne convergent pas ou n'avancent pas, il est probable qu'il y ait des sanctions qui pourraient être une part de l'ordre d'1%, je crois que c'est ce qu'Olivier Dussopt a annoncé cette semaine, de la masse salariale de l'entreprise. Ça, c'est pour les grosses entreprises, finalement. Plus de 300 salariés déjà, mais c'est toutes les PME, PMI et toutes les très grandes entreprises. Et ça marche. Il y a déjà des entreprises qui l'exercent et qui conservent leurs seniors de manière beaucoup plus volontariste que nombre d'entreprises. Donc c'est un aspect essentiel. L'élargissement du compte épargne-temps universel qui peut permettre aussi de cotiser, de mettre de côté et de récupérer des heures destinées à se former, par exemple. Parce qu'il faudra aussi accompagner des seniors qui vont quitter un emploi qui deviendrait peut-être compliqué pour eux pour aller vers un autre emploi. Donc voilà, ces mesures-là, elles sont dans le projet de loi, le cumul emploi-retraite, et puis aussi la retraite partielle, c'est-à-dire un senior pourrait passer d'une certaine manière à temps partiel, parce qu'il a ouvert des droits à une partie de la retraite, et continuer à travailler pour la transmission. Voilà, ça c'est vraiment des mesures de progrès qui sont essentielles. Et puis sur les mesures de justice, je parlais de la pénibilité tout à l'heure, il y a un critère de pénibilité qui est le nombre de nuits travaillées par an, qui sera ramené de 120 à 100 nuits. On sait que c'est plus dur, pardon Éric Laurent, mais on sait que c'est plus dur le travail la nuit et que ça a une forme de pénibilité et ça impacte aussi la santé. Voilà, donc c'est pour ça que ces critères, il y avait une dizaine de critères de pénibilité qui ont été restreints à 7 il y a quelques années. Il y a une discussion autour des critères de pénibilité, mais en tout cas le travail de nuit, le bruit, les tâches répétitives qui mènent à l'usure du corps, c'est essentiel. Donc ça, ce sont des choses qui sont prises en compte. Et puis... Est-ce qu'on peut aussi imaginer, pardon, je vous interromps encore, mais il y a cette réflexion aussi de beaucoup de nos interlocuteurs, de nos auditeurs ici, qui disent, oui, on parle beaucoup de la pénibilité physique du corps, mais il y a aussi la pénibilité psychologique. On peut imaginer très bien un cadre ou un responsable d'une entreprise ou même un artisan qui a aussi cette pénibilité au quotidien. Celle-là, elle est beaucoup plus difficile à mesurer, vous en conviendrez. Néanmoins, elle fait l'objet de discussions sur ce qu'on appelle les risques psychosociaux, qui sont déjà appréhendés dans nombre d'entreprises. Mais c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Mais en tout cas, sur les critères qui sont pris en compte, je disais le bruit, les vibrations, parce que les vibrations ont un impact sur le corps, le travail de nuit, un certain nombre de choses qui vont permettre aussi, en cas d'usure du corps aussi pour certains, de garantir des départs plus tôt. Aujourd'hui, environ 40% des salariés partent plus tôt. Demain, avec la réforme, même s'il y a un décalage de l'âge terme, 40% des salariés, généralement parmi les plus modestes, continueront à bénéficier d'un départ anticipé. C'est le cas des personnes en situation de handicap où le départ est fixé à 55 ans. Après, il y a toutes les personnes qui ont été touchées par l'amiante et il y a
il y a encore des années pour que l'ensemble des personnes qui ont été exposées à l'amiante quittent le monde du travail. Et ça reste une échéance à 50 ans. Et puis la possibilité de partir plus tôt pour les personnes qui ont une situation d'usure physique. Et ces mesures perdureront. Les mesures de carrière longue vont permettre de partir plus tôt. Elles le permettent aujourd'hui. Ce qu'on regarde en 2020, c'est qu'il y a 40% des salariés qui partent plus tôt. Dans ces 40%, il y en a un peu plus de 20% qui sont sur le bénéfice des carrières longues, qui vont perdurer. Il y a un peu plus de 15% qui le sont au titre de la maladie professionnelle, de l'invalidité. Ça va perturber, ça va perdurer. Et puis, il y a 2 ou 3% qui sont sur la fonction publique d'État, qui sont les personnes en situation d'actif dans le monde du travail. On pense à la police, on pense aussi à nos militaires. Voilà. Et quand je pense à ces régimes, enfin ces départs particuliers, vous me posez la question, je reviens à la question des régimes particuliers. Voilà, les fameux régimes spéciaux. Les régimes spéciaux ont été créés, la plupart, à la création des entreprises après la Deuxième Guerre mondiale. C'est des régimes qui étaient liés à de l'activité particulière. Aujourd'hui, en termes de justice, tous les salariés rentrant dans le monde du travail à partir du 1er septembre 2023 seront dans le régime général, je pense, enfin tous les salariés de ces régimes spéciaux, et là on parle des industries électriques et gazières, de la RATP, parce que quelle est la différence entre un conducteur de bus de la RATP et un conducteur de bus dans une agglomération qui remplit le même métier? Donc ils rentreront dans le régime général de retraite. Ça concerne la Banque de France, le Conseil économique et social et les clercs de notaire. Voilà, quelques régimes. Il y a 2 ou 3 régimes où les systèmes sont totalement indépendants et équilibrés, parce que les régimes que je viens de citer ne sont pas forcément équilibrés aujourd'hui. Ils sont équilibrés d'une certaine manière par la cotisation de l'impôt. Mais voilà, ces régimes, à partir du 1er septembre 2023, si la loi est adoptée, et nous allons tout faire pour qu'elle soit adoptée, les salariés rentrant dans ces entreprises seront au même titre que les autres salariés. C'est une question de justice. Et il nous reste 3 petites minutes, Éric Laurent. Avant de parler un peu de politique, avant de nous quitter, je voulais vous entendre aussi sur cette appréhension finalement. Vous comprenez la grogne aujourd'hui, l'inquiétude? Bien sûr que je comprends l'inquiétude de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Regardez les années qu'on vient de passer. Le démarrage de 2020 tel qu'il a été, un truc qui arrive, on ne sait pas trop ce que c'est, une maladie, des gens bizarres, des gens malades, et puis d'un coup, on nous annonce que c'est terrible. Et on s'aperçoit effectivement que c'est terrible. Je pense à tous les personnels soignants, et je pense surtout à toutes les personnes qui ont perdu un proche dans cette année 2020. Et on s'est retrouvés pendant 5 à 6 semaines confinés. C'est quoi confinés? Pour certains, c'était enfermés tout seuls chez eux. Quand on a la chance d'avoir une petite famille... Je fais partie des parents qui ont accueilli des enfants à la maison, et des enfants qui sont grands déjà, qui sont travailleurs ou travailleuses, et qui sont venus se réfugier chez nous parce que on habite un petit pavillon avec un bout de jardin et que c'était mieux que leur petit appartement dans une grande ville. Et puis, derrière ça, il y a une reprise économique aussi. Il y a une dynamique de l'emploi, mais un déséquilibre entre les personnes formées et les emplois recherchés. Et puis il y a la guerre en Ukraine, avec les effets que l'on connaît sur l'inflation, 5,2%. Inflation qui va augmenter, nous dit-on, jusqu'en mars. Peut-être, et on espère après qu'il y ait une stabilité et une décroissance. Et l'État a pris un tas de mesures. Et je voulais souligner, tiens, justement, à partir d'hier, les salariés éligibles peuvent faire la demande du chèque carburant pour leur véhicule. Et je les invite à le faire. C'est 12 ou 13 millions de salariés qui peuvent en faire la demande. Allez faire votre simulation sur le site des impôts, demandez conseil, faites-le. Voilà, et effectivement, tout cela mis bout à bout, peut-être que très certainement que ça contribue à un sentiment de difficulté, mais qu'il nous faut surmonter parce que notre économie, finalement, elle va bien. Il y a l'inflation, certes, mais nos emplois, il y en a. Et donc, il faut garder de l'ambition, de l'envie, de l'espoir, même si, effectivement, pour certains de nos concitoyens, on le sait, c'est particulièrement difficile. On va conclure sur une note politique. Éric Laurent, il y a des élections chez Renaissance, donc beaucoup de choses se passent. On en parle un petit peu moins. Ça passe un peu sous les radars de l'actualité. Oui, ça passe un peu sous les radars de l'actualité, mais Renaissance
a succédé à La République En Marche. Moi, j'étais le référent de La République En Marche, et par intérim, je suis, pour quelques jours encore, correspondant Renaissance. La volonté de décentraliser notre parti, créé en septembre 2022, nous amène, dans chaque département, à élire un bureau. Et ces élections auront lieu partout en France, le 28 et le 29 janvier. Et voilà, et moi, je conduis une liste pour les Côtes-d'Armor. Voilà, j'avais vous poser la question, êtes-vous candidat ? Je suis candidat, je conduis une liste, il y en a au moins une pour les Côtes-d'Armor. Voilà, je ne vais pas en dire plus, la campagne électorale va démarrer, mais oui, je suis tête de liste pour une liste sur les Côtes-d'Armor, et j'ambitionne de poursuivre mon activité à Renaissance. Voilà, parce que il nous faut aussi des relais dans les départements, au-delà de nos élus, nationaux ou locaux, pour porter auprès de nos concitoyens les sujets qu'on vient d'évoquer. Moi, je redis que ce projet de loi de réforme des retraites, il est essentiel. Il est essentiel en termes d'équilibre, il est essentiel en termes de justice, et il est essentiel en termes de progrès. Il ne faut pas regarder que l'un des points. Si on avait juste voulu faire une réforme d'équilibre financier, ça n'a pas un intérêt fort, et ce ne serait pas acceptable par nos concitoyens. Il faut profiter de ce besoin que nous avons d'équilibrer nos comptes pour apporter plus de progrès et plus de justice à nos régimes de retraite. La réforme des retraites, on en parlait ce matin sur Bretagne 5 avec Éric Laurent, référent pour quelques jours encore donc de Renaissance pour les Côtes-d'Armor, et qui est venu de Lannion pour défendre ce projet du gouvernement au micro de Bretagne 5. Alors on va suivre évidemment l'évolution de ce projet de loi qui suscite beaucoup de controverses, il faut bien le dire. Et beaucoup de discussions. Il faut continuer à entretenir le fil de la discussion, ce qui est essentiel. Et ce que j'attends, moi, c'est qu'on en parle dans les territoires, que les discussions avancent de manière positive à l'Assemblée nationale, et qu'on ne soit pas dans un système de blocage permanent. En tout cas, soyons engagés, continuons à le faire comme la Première ministre et le ministre du Travail font, avancer sur ce dossier, concerter, discuter, présenter, expliquer. Merci. Merci beaucoup, Éric Laurent, d'être venu jusqu'à nous. Je vous souhaite une très belle journée. Eh bien, à vous, bien sûr, et à tous vos auditeurs et auditrices, et auditeurs aussi, je vous remercie. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.